Après une trahison cruelle, un homme d'affaires perd foi en la bonté humaine et décide de faire un test improbable. Il laisse un coffre-fort rempli d'argent ouvert devant une fillette modeste, s'attendant à une nouvelle déception. Mais le geste inattendu de l'enfant rallume en lui quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, l'espoir. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Édouard Laurent avait toujours cru que les gens étaient au fond bons. À 42 ans, il avait bâti un empire commercial sur cette conviction. Son entreprise de technologie, Laurent Solutions, était passée d'un bureau de 2 pièces dans le quartier latin à un complexe de 3 étages à La Défense, employant plus de 200 personnes. Il traitait ses employés comme sa famille, offrait des avantages sociaux bien au-dessus de la moyenne du marché et gardait toujours la porte de son bureau ouverte pour quiconque avait besoin de parler. Mais en cette froide matinée de juillet, lorsque l'auditeur externe Marc Olivier frappa à la porte de son bureau avec une expression sombre, Édouard sentit que quelque chose dans son monde était sur le point de s'effondrer. Marc tenait un volumineux dossier marron, ses mains tremblaient légèrement et ses yeux évitaient le contact direct. « Édouard, nous devons parler. C'est à propos de l'audit que vous avez failli annuler le mois dernier, » dit Marc, la voix chargée d'une gravité qui rendit l'air de la pièce dense. Édouard lui fit signe de s'asseoir dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. L'audit avait en effet failli être annulé, une vérification de routine qu'il avait jugée inutile, car Robert Martin, son directeur financier depuis 12 ans, avait toujours maintenu des chiffres impeccables. Robert était plus qu'un employé, c'était un ami. Ils avaient commencé ensemble quand l'entreprise n'était qu'un rêve. Travaillant tard dans la nuit, célébrant chaque contrat remporté avec des bières fraîches sur le toit de l'immeuble. « Qu'as-tu découvert » demanda Édouard, mais quelque chose dans sa poitrine se serrait déjà, comme si son corps pressentait le coup avant que son esprit ne le comprenne. Marc ouvrit le dossier et étala des documents sur la table. Des feuilles de calcul, des relevés bancaires, des preuves de virement. Les chiffres dansaient devant les yeux d'Édouard, comme des hiéroglyphes incompréhensibles. Marc commença à expliquer avec la patience d'un professeur, pointant du doigt des divergences, des comptes fantômes, des mouvements suspects. « Robert a créé un système sophistiqué de détournement, » dit Marc, sa voix résonnant comme un écho lointain. « De petites sommes au début, toujours des montants qui passeraient inaperçus. Mais au cours des 3 dernières années, les montants ont augmenté. Nous parlons d'environ 2 400 000 €. Édouard eut l'impression que le sol s'était transformé en sable mouvant. 2 400 000 €. Le montant était suffocant, mais la trahison était encore plus dévastatrice. Robert connaissait les enfants d'Édouard, avait été le témoin de mariage de son jeune frère, passé Noël chez la famille Laurent depuis près d'une décennie. « Comment ?» fut tout ce qu'Édouard parvint à murmurer. Marc continua d'expliquer le stratagème. Robert avait profité de sa position de confiance pour créer des fournisseurs fictifs, des entreprises qui n'existaient que sur le papier, avec des numéros SIRET valides, mais des adresses fantômes. Il approuvait des paiements à ces entreprises qui en réalité dirigeaient l'argent vers des comptes personnels. Le plus choquant était de découvrir que Robert n'avait pas agi seul. 3 autres employés étaient impliqués, des personnes qu'Édouard saluait tous les jours dans le couloir, qui lui demandèrent des nouvelles de sa famille, qu'il connaissait depuis des années. Julie Costa, de la comptabilité, une femme au sourire doux, qui apportait toujours des gâteaux faits maison au bureau. Charles Mercier, du service des achats, qui avait emprunté de l'argent à Édouard lui-même quand sa mère avait dû se faire opérer. Et Sandra Lemaire, de l'assistanat de direction, qui organisait les fêtes d'anniversaire de l'entreprise avec un soin maternel. « Tous », répéta Édouard, sa voix sonnant creuse. « Tous ». Marc hocha gravement la tête. Les preuves sont irréfutables. Ils ont créé tout un réseau de complicité, faux documents, signatures contrefaites, un système de communication interne pour coordonner les détournements. C'est impressionnant comme ils ont réussi à garder ça secret, si longtemps. Édouard se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la Seine. En bas, la vie suivait son cours normal. Les voitures circulaient, les gens marchaient sur les trottoirs, des enfants jouaient dans un square. Le monde continuait de tourner tandis que le sien s'effondrait silencieusement.
Tu en es absolument certain ? Demanda-t-il, toujours dos à Marc, le front appuyé contre la vitre froide. J'ai des copies de tout, des enregistrements d'appels, des captures d'écran de messages échangés entre eux, des preuves de dépôt. Édouard, ils célébraient même leur coup réussi dans un groupe WhatsApp qu'ils appelaient « Projet Expansion ». L'ironie du nom le coupa comme une lame. Projet Expansion. Ils utilisèrent le terme qu'Édouard employait toujours pour parler de la croissance de l'entreprise, de ses rêves de s'étendre à d'autres régions, de créer plus d'emplois, de contribuer au développement du pays. Édouard se retourna vers Marc, et pendant un instant, même l'auditeur parut effrayé par l'expression de son visage. Ce n'était pas de la colère qu'on y lisait, mais quelque chose de bien pire, quelque chose qui glaçait le sang. C'était une désillusion si profonde qu'elle semblait avoir éteint toute la lumière de ses yeux. « Que recommandes-tu » demanda Édouard, sa voix maintenant trop contrôlée, mécanique. « Nous devons immédiatement le signaler à la police judiciaire. Avec les preuves que nous avons, la condamnation est pratiquement certaine. Je suggère également de geler temporairement tous les comptes de l'entreprise et de faire un audit complet de chaque département. » Édouard acquiesça lentement. Dans les jours qui suivirent, l'entreprise se transforma en un champ de bataille silencieux. Des officiers de la police judiciaire arrivèrent avec des mandats d'arrêt. Robert fut menotté devant tous les employés, son visage un masque de panique et de désespoir. Il tenta de parler à Édouard, d'implorer son pardon, d'expliquer qu'il avait commencé uniquement parce que sa fille avait besoin d'un traitement coûteux, qu'ensuite il n'avait pas pu s'arrêter. Mais Édouard ne dit pas un mot. Il observa simplement en silence pendant qu'on emmenait ceux qu'il considérait comme sa famille. Julie pleura abondamment, disant qu'elle avait besoin de l'argent pour subvenir aux besoins de ses parents âgés. Charles prétendit qu'il voulait seulement offrir une vie meilleure à ses enfants. Sandra jura qu'elle regrettait, qu'elle rendrait chaque centime. Tous avaient leur justification, tous avaient leur histoire. Tous avaient brisé la confiance qu'Édouard leur avait accordée pendant des années. Dans les semaines qui suivirent, à mesure que l'enquête s'approfondissait, d'autres détails sordides firent surface. Robert avait utilisé une partie de l'argent volé pour acheter un appartement à Neuilly-sur-Seine au nom de sa femme. Julie avait financé une voiture de luxe. Charles avait fait une rénovation complète de sa maison. Sandra avait investi dans un salon de coiffure. Ils n'étaient pas désespérés. Ils étaient ambitieux. Et Édouard avait été le sponsor involontaire de leurs ambitions. L'entreprise survécut au scandale, mais Édouard était différent. Ses employés remarquèrent le changement. Il ne saluait plus les gens dans les couloirs. Il ne demandait plus de nouvelles des familles. Il n'organisait plus les barbecues de fin d'année. Il installa des caméras dans tous les coins, mit en place des systèmes d'audit quotidiens, exigea des rapports détaillés de chaque mouvement financier. Les avocats réussirent à récupérer une partie de l'argent, mais la confiance était irrécupérable. Édouard commença à voir la trahison dans chaque regard, l'intérêt personnel dans chaque sourire, le mensonge dans chaque mot gentil. Le soir, seul dans son appartement du 16e arrondissement, il observait le mouvement sur les quais de la Seine par la fenêtre, remettant en question chaque interaction humaine dont il était témoin. Ce couple marchant main dans la main sur les berges, était-il vraiment amoureux, ou l'un d'eux complotait-il quelque chose contre l'autre? Ses amis jouant à la pétanque étaient-ils de vrais compagnons, ou y avait-il de la jalousie, de l'envie, des plans cachés entre eux? La méfiance devint une lentille, à travers laquelle Édouard voyait le monde. Au restaurant, il soupçonnait le serveur d'être poli uniquement pour obtenir un pourboire plus important. Dans l'ascenseur de l'immeuble, il croyait que les voisins sympathiques avaient des arrière-pensées. À la salle de sport, il voyait les salutations comme des tentatives de se rapprocher de quelqu'un de financièrement aisé. 3 mois après la découverte de la fraude, Édouard était devenu une île. Il avait coupé les ponts avec d'anciens amis, évitait les événements sociaux, ne fréquentait que les nouveaux employés, qu'il avait embauchés après des vérifications rigoureuses de leurs antécédents. Même ainsi, il ne faisait confiance à aucun d'eux. C'était comme si une partie fondamentale de son humanité avait été extirpée. Il fonctionnait, travaillait, prenait des décisions, mais se sentait comme un robot exécutant des programmes prédéfinis. La joie de construire quelque chose avec d'autres personnes, le plaisir de diriger une équipe, la satisfaction de voir la croissance commune, tout cela avait disparu. Une nuit particulièrement difficile, alors qu'il essayait de dormir et que le sommeil ne venait pas, Édouard eut une pensée troublante.
Peut-être que tout le monde était comme ça. Peut-être que la bonté n'était qu'un masque que nous portons en attendant la bonne occasion de montrer notre vraie nature. Peut-être était-il le naïf, l'optimiste stupide, qui avait mis des décennies à voir la réalité. Mais même plongé dans ce puits de cynisme, une petite partie tenace d'Édouard refusait d'accepter complètement cette vision. C'était comme une bougie vacillant dans le vent, sur le point de s'éteindre, mais résistant encore. Il avait besoin d'une preuve. Il avait besoin de quelque chose qui confirmerait définitivement si l'humanité était pourrie jusqu'à la moelle, ou s'il existait encore, quelque part, une étincelle de bonté authentique. C'est alors qu'une idée commença à se former dans son esprit. Un test. Une expérience qui lui donnerait la réponse finale qu'il cherchait tant. S'il réussissait le test, il y aurait peut-être encore de l'espoir. S'il échouait, il saurait qu'il avait raison de se méfier de tout le monde. Édouard passa des jours à élaborer les détails. Il fallait que ce soit quelque chose de significatif, quelque chose qui teste vraiment le caractère d'une personne. Et il fallait que ce soit avec quelqu'un qui ne savait pas qui il était, quelqu'un qui n'avait aucune raison de l'impressionner ou de le flatter. C'est alors que ses yeux se posèrent sur Lucie Royer, l'agente d'entretien qui arrivait à l'entreprise à 5 heures du matin, tous les jours. Une femme simple à la voix douce qui faisait son travail en silence et parlait rarement à qui que ce soit. Parfaite pour le test qu'Édouard avait imaginé. Il commença à l'observer discrètement, prêtant attention à ses habitudes, sa routine, son comportement. Et c'est là qu'il remarqua quelque chose qui rendrait son expérience encore plus intéressante. Les jours de vacances scolaires, Lucie amenait avec elle une petite fille qui restait assise dans un coin de la réception, dessinant en silence pendant que sa mère travaillait. L'enfant avait quelque chose de spécial. Ses yeux étaient attentifs, sa posture respectueuse, son comportement exemplaire pour quelqu'un de si petit. Elle ne faisait jamais de bruit, ne dérangeait jamais personne, observait simplement le monde adulte autour d'elle avec une maturité impressionnante. Édouard sentit une étrange pointe au cœur en observant la fillette. Il y avait quelque chose de pur en elle, quelque chose qui lui rappelait comment il voyait le monde quand il était enfant, avant que la vie ne lui apprenne à se méfier. C'est en observant cet enfant qu'Édouard décida finalement comment serait son test définitif. Le plan d'Édouard était simple dans sa cruauté. Le jeudi suivant, il arriva à l'entreprise encore plus tôt que d'habitude, à 4h30 du matin. Le bâtiment était plongé dans le silence. Seule la lumière de sécurité de la réception coupait l'obscurité. Il montait les escaliers vers son bureau au 3e étage quand il entendit le bruit familier de la porte d'entrée s'ouvrir. Lucie Royer arrivait toujours ponctuellement à 5 heures. Édouard l'observa à travers la vitre fumée de son bureau pendant qu'elle allumait les lumières du rez-de-chaussée et organisait son matériel de nettoyage. Ce jour-là, comme c'était les vacances scolaires, la femme n'était pas seule. Une petite fille l'accompagnait portant un sac à dos rose délavé et une trousse de crayons de couleur. L'enfant devait avoir environ 5 ans, des cheveux bruns attachés en 2 couettes désordonnées, des vêtements simples mais propres. Édouard n'avait jamais vraiment prêté attention à elle auparavant, mais maintenant, il l'observait avec l'intensité d'un scientifique étudiant un cobaye. Elle s'assit par terre à la réception, ouvrit un cahier et commença à dessiner complètement inconsciente du fait qu'elle était observée. Édouard retourna à son bureau et ouvrit le coffre-fort en acier qui se trouvait derrière sa chaise. C'était un vieux coffre, un héritage de son père, mais toujours fonctionnel. Normalement, il n'y gardait que quelques documents importants et une petite réserve d'argent pour les urgences. Mais ce jour-là, Édouard avait apporté quelque chose de spécial. À l'intérieur d'un sac de banque, il y avait 40 000 € en billets de 100 et 50. C'était de l'argent qu'il avait retiré la veille, en disant au directeur de la banque qu'il en avait besoin pour un paiement en espèces. En réalité, c'était le montant qu'il utiliserait pour son expérience. 40 000 € était une fortune pour quelqu'un comme Lucie Royer. Édouard savait qu'elle gagnait un peu plus de 1 000 € par mois, en travaillant comme femme de ménage dans 3 endroits différents. Il sortit l'argent du sac et organisa les liasses sur l'étagère du coffre de manière à ce qu'elles soient clairement visibles. Puis il laissa la porte du coffre complètement grande ouverte. L'argent était là, exposé, tentant, apparemment oublié. Édouard s'installa dans son fauteuil en cuir, l'inclinant légèrement et fermant les yeux.
faisant semblant de dormir. En réalité, il gardait une fente minimale entre ses paupières, suffisante pour observer tout ce qui se passerait dans son bureau. Son cœur battait la chamade comme un moteur déréglé. Une partie de son esprit espérait qu'il ne se passerait rien, que la femme ou l'enfant n'entrerait même pas dans son bureau. Mais une autre partie, la partie blessée et cynique qui avait grandi après la trahison de Robert, attendait avec impatience une nouvelle confirmation qu'on ne peut faire confiance à personne. Environ 1 heure plus tard, Édouard entendit les pas légers de Lucie montant les escaliers. Elle nettoyait toujours le bâtiment de bas en haut, terminant par l'étage de la direction. Le bruit de l'aspirateur résonnait dans les couloirs, un son monotone et familier qu'Édouard ne remarquait normalement même pas. À travers ses paupières mi-closes, il vit Lucie s'approcher de la porte de son bureau. Elle frappait toujours avant d'entrer, même quand elle pensait qu'il n'y avait personne. C'était une femme polie, respectueuse, qui connaissait sa place dans la hiérarchie de l'entreprise. « Excusez-moi, monsieur Laurent », dit-elle à voix basse, jetant un œil par la porte entr'ouverte. N'obtenant pas de réponse, elle entra silencieusement, poussant son chariot de nettoyage. Édouard contrôla sa respiration, la gardant lente et profonde, comme quelqu'un qui dort profondément. Lucie commença à nettoyer la pièce avec des mouvements efficaces et soignés, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Elle était concentrée sur son travail quand la petite silhouette apparut à la porte. La fillette regarda Lucie, puis Édouard, puis l'environnement autour d'elle. Ses grands yeux curieux parcoururent chaque coin de la pièce avant de se fixer sur le coffre ouvert. Édouard sentit son estomac se nouer. C'était le moment de vérité. L'enfant s'approcha lentement, presque sur la pointe des pieds. Édouard remarqua qu'elle se mordillait la lèvre inférieure, une habitude qui trahissait sa concentration. Quand elle arriva près du coffre, elle s'arrêta et observa l'argent pendant quelques secondes, la tête penchée sur le côté comme un oisillon curieux. Édouard retint sa respiration. C'était maintenant. Dans quelques secondes, il aurait la confirmation finale que même un enfant était capable de trahison. Il se prépara à bondir de sa chaise et à surprendre la petite en action. Mais ce qui se passa ensuite laissa Édouard complètement perplexe. Au lieu de prendre l'argent, la fillette commença à l'organiser. Avec un soin extrême, elle prit une liasse qui était légèrement de travers et la remit en place. Puis elle organisa les autres liasses, les empilant de manière à ce qu'elles soient toutes bien droites, comme des petits soldats au garde-à-vous. Édouard regarda incrédule, pendant que l'enfant travaillait avec la concentration d'un banquier expérimenté. Elle ne montrait aucune cupidité. Ne regardait pas sur les côtés pour vérifier si quelqu'un la voyait, ne montrait aucun signe de vouloir cacher ce qu'elle faisait. Au contraire, elle travaillait avec une transparence absolue, comme si elle exécutait la tâche la plus naturelle du monde. Quand elle eut fini d'organiser l'argent, la fillette prit le bas de son t-shirt et nettoya délicatement le bord du coffre, enlevant une petite tache de poussière. Puis, elle recula de quelques pas, observa son travail avec satisfaction et se sourit à elle-même. Édouard était si choqué qu'il faillit oublier de continuer à faire semblant de dormir. Ce n'était pas la réaction à laquelle il s'attendait. Il n'y avait pas de cupidité, pas d'opportunisme, pas de trahison, il y avait juste du soin. L'enfant avait pris soin de son argent comme si c'était quelque chose de précieux qui méritait d'être traité avec respect. Lucie, qui avait été en train de nettoyer l'étagère de l'autre côté de la pièce, se retourna et vit sa fille près du coffre. Son visage pâlit instantanément. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-elle, avec un mélange de peur et de désespoir dans la voix. La fillette se tourna vers sa mère avec un sourire innocent. « Je rangeais son argent, maman, c'était tout en désordre. » Lucie s'approcha rapidement, les mains tremblantes. « Ma chérie, tu ne peux pas toucher aux affaires des gens. Viens ici, tout de suite. »« Mais je n'ai rien pris, maman. J'ai juste rangé. L'argent en désordre, ça rend les gens tristes, » dit Sophie, avec le sérieux de quelqu'un qui révèle une vérité fondamentale sur l'univers. Édouard eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. L'argent en désordre, ça rend les gens tristes. Ces mots résonnèrent dans son esprit comme une cloche. L'enfant n'avait pas pensé à prendre l'argent. Elle avait pensé à en prendre soin, à l'organiser, parce qu'elle croyait que cela le rendrait heureux. Lucie prit sa fille par la main, le visage rouge de honte. « Excusez-moi, monsieur. Vraiment désolé. Elle ne voulait pas mal faire, elle. » C'est alors qu'Édouard décida d'arrêter la comédie.
Il ouvrit lentement les yeux et se redressa sur sa chaise, comme quelqu'un qui vient de se réveiller d'une sieste. « Ne vous inquiétez pas, Lucie, » dit-il, sa voix encore rauque à dessein. « Il ne s'est rien passé. » Lucie tenait toujours fermement la main de Sophie, ses joues brûlant d'humiliation. « Monsieur, je vous jure qu'elle n'a rien pris. »« Sophie, dis au monsieur que tu n'as rien pris. »« Je n'ai rien pris, maman. »« J'ai juste rangé parce que c'était moche, » dit Sophie, en regardant Édouard avec ses grands yeux sincères. Édouard se leva et se dirigea vers le coffre. L'argent était impeccablement organisé, chaque liasse alignée avec une précision militaire. C'était comme si un professionnel avait fait le travail. « Pourquoi as-tu fait ça, Sophie ?» demanda Édouard, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de la fillette. Sophie le regarda avec sérieux. « Parce que quand les choses sont en désordre, les gens sont tristes. Ma maman est triste quand notre maison est en désordre. Je pense que vous seriez triste aussi si votre argent était en désordre. » La simplicité de l'explication frappa Édouard comme une révélation. L'enfant avait agi par pure empathie, par un désir sincère de faire quelque chose de bien pour lui. Il n'y avait pas de calcul, pas d'intérêt personnel, juste une volonté spontanée d'aider. « Et tu n'as pas pensé à en prendre un petit peu ?» demanda Édouard, testant. « Encore. » Sophie secoua vigoureusement la tête. « Ce n'est pas à moi. Maman dit toujours qu'on ne prend pas ce qui n'est pas à nous. Et en plus, si j'en prenais, vous seriez triste, et l'argent serait de nouveau en désordre, parce que vous seriez en colère. » Édouard sentit ses yeux s'embuer. Il y avait une logique parfaite dans l'esprit de cet enfant, une compréhension instinctive de la cause et de l'effet, de la façon dont nos actions affectent les autres. Elle n'avait pas organisé l'argent juste pour organiser, mais parce qu'elle se souciait sincèrement de son bien-être. « Sophie a fait quelque chose de mal, monsieur ?» demanda Lucie, toujours nerveuse. Édouard regarda Lucie, puis Sophie, puis l'argent parfaitement organisé. Pendant un instant, il ne sut que dire. Comment expliquer que cet enfant venait de restaurer une petite partie de sa foi en l'humanité? Comment dire que le geste le plus simple avait ébranlé toutes ses convictions sur la nature humaine? « Non, » dit Édouard finalement, sa voix étrangement émue. « Elle n'a rien fait de mal. En fait, elle a fait quelque chose de très beau. » Lucie parut confuse, mais soulagée. « Tu peux aller jouer, Sophie. Maman va finir de nettoyer ici et on s'en va. » Sophie fit un signe de la main à Édouard et sortit de la pièce en sautillant. Édouard resta immobile, observant l'argent organisé, essayant de digérer ce qu'il venait de voir. Son test avait complètement échoué. Ou plutôt, c'était lui qui avait échoué au test. Pendant les jours suivants, Édouard ne put se sortir cet épisode de la tête. L'image de Sophie organisant soigneusement l'argent, soucieuse uniquement de ne pas le rendre triste, lui revenait constamment à l'esprit. Il commença à observer la fillette différemment, prêtant attention à ses petits gestes, ses interactions avec sa mère, sa façon de voir le monde. Édouard remarqua que Sophie rangeait toujours ses crayons de couleur dans l'ordre, mettait toujours les déchets à la poubelle même en jouant, remerciait toujours quand quelqu'un faisait quelque chose pour elle. Ce n'étaient pas des comportements forcés ou artificiels, mais des reflets naturels d'une éducation basée sur le respect et la considération des autres. Une semaine après l'épisode du coffre, Édouard arriva à l'entreprise et trouva Sophie assise par terre à la réception comme toujours. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Elle tenait une petite tirelire en plastique rose, de celles qu'on vend dans les magasins de jouets. « Bonjour, monsieur Laurent », dit-elle quand elle le vit. « Bonjour, Sophie. Qu'est-ce que tu as là ?»« C'est ma tirelire. J'ai économisé de l'argent depuis mon anniversaire, » dit-elle en secouant la tirelire. Édouard pouvait entendre le bruit des pièces s'entrechoquant à l'intérieur. « Oh, c'est super. Et pourquoi tu économises ?» Sophie devint sérieuse un instant, comme si elle prenait une décision importante. Puis elle tendit la tirelire à Édouard. « C'est pour vous, » dit-elle. Édouard resta sans voix. « Pour moi ? Pourquoi ? Parce que vous étiez triste la semaine dernière. J'ai vu que vous étiez triste quand j'ai rangé votre argent. Ma maman a dit que quand les gens sont tristes, on peut les aider en leur donnant quelque chose pour qu'ils soient heureux. » Édouard regarda la tirelire rose dans les petites mains de Sophie. À l'intérieur, il n'y avait probablement pas plus de quelques euros en pièces. Pour la famille de Lucie, chaque centime était important. Chaque pièce représentait un sacrifice. Et pourtant, cet enfant offrait tout ce qu'elle avait pour le consoler. « Sophie, je ne peux pas accepter ton argent, »
dit Édouard, la voix étranglée par l'émotion. Pourquoi pas? C'est à moi, je peux le donner à qui je veux, dit Sophie, avec l'entêtement innocent des enfants. Édouard s'agenouilla devant elle, tenant délicatement la tirelire. Parce que tu es une petite fille très spéciale, et tu m'as aidé d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Je n'ai pas besoin de ton argent. Tu m'as déjà donné quelque chose de bien plus précieux. Sophie le regarda avec curiosité. Quoi? Édouard sourit. Et ce fut le premier sourire sincère qu'il avait esquissé depuis des mois. Tu m'as rappelé qu'il y a encore des gens bien dans le monde. À ce moment-là, en observant les yeux brillants de Sophie, Édouard comprit que son test avait fonctionné, mais pas de la manière qu'il attendait. Il avait prévu de confirmer la méchanceté humaine, mais il avait découvert quelque chose d'infiniment plus puissant. La bonté authentique existait encore, pure et simple, dans le cœur d'une enfant de 5 ans qui offrait tout l'argent qu'elle possédait pour consoler. Un adulte triste. Après l'épisode de la tirelire, Édouard ne pouvait plus voir Lucie et Sophie simplement comme une employée et son accompagnatrice. Il y avait quelque chose qui le dérangeait profondément dans la façon dont Sophie avait offert tout son argent avec une telle naturelle. Ce geste révélait une générosité qui ne pouvait avoir été enseignée que par quelqu'un d'extraordinaire, mais suggérait aussi une vie où chaque centime avait une valeur immense. Édouard commença à observer Lucie avec un nouveau regard, prêtant attention à des détails qui passaient auparavant inaperçus. Il remarqua qu'elle apportait toujours un simple thermos, n'achetait jamais de café à la machine de l'entreprise. Ses vêtements étaient toujours propres et bien repassés, mais clairement anciens, raccommodés à certains endroits avec habileté et soin. Ses chaussures avaient des semelles usées, mais étaient impeccablement cirées. Sophie révélait aussi les signes d'une vie simple. Ses crayons de couleur étaient peu nombreux, et certains déjà très petits à force d'être utilisés. Le cahier dans lequel elle dessinait avait des pages jaunies, et la couverture était réparée avec du ruban adhésif. Malgré tout, la fillette traitait son matériel avec le soin de quelqu'un qui possède des trésors inestimables. Un matin, Édouard arriva plus tôt et entendit Sophie tousser. Ce n'était pas une toux de rhume ordinaire, mais quelque chose de plus profond, qui provoquait un sifflement inquiétant. Lucie fouillait dans son sac, clairement nerveuse. « Sophie, où est ton inhalateur ?» demanda Lucie à voix basse, essayant de ne pas attirer l'attention. « Il est fini depuis hier, maman. Tu te souviens, tu avais dit que tu en achèterais un seulement vendredi ?» Édouard sentit sa poitrine se serrer. Un inhalateur. L'enfant était asthmatique et n'avait pas son médicament. Lucie regardait sa fille avec une expression qui mêlait amour et désespoir, comme une mère qui savait exactement ce dont sa fille avait besoin, mais n'avait pas les moyens de le lui fournir immédiatement. « Essaye de respirer doucement, ma princesse. Juste jusqu'à vendredi, d'accord ?» dit Lucie, caressant les cheveux de Sophie avec une tendresse infinie. Édouard fit semblant de ne pas avoir entendu, mais cette conversation résonna dans son esprit toute la journée. Un enfant asthmatique ne pouvait pas rester sans médicaments. C'était une question de santé, cela pouvait même être dangereux. Et on était jeudi, il restait encore une journée entière. Cet après-midi-là, Édouard partit plus tôt et se rendit dans une pharmacie près de l'entreprise. Il se renseigna sur les médicaments pour l'asthme infantile et acheta les 2 types de bronchodilatateurs les plus courants, ainsi qu'une chambre d'inhalation pédiatrique. Quand on lui demanda s'il avait une ordonnance, il expliqua que c'était pour avoir à la maison, pour les urgences. Le lendemain matin, Édouard arriva à l'entreprise avec un sac discret. Il trouva Lucie en train d'organiser son matériel de nettoyage dans le local du rez-de-chaussée. « Lucie, je peux vous parler un instant ?» dit-il, essayant de paraître décontracté. Lucie sursauta légèrement. Les directeurs de l'entreprise descendaient rarement jusqu'au local de nettoyage. « Bien sûr, monsieur Laurent, il y a un problème. En fait, je voulais vous donner quelque chose, » dit Édouard en lui tendant le sac. « Hier, j'ai entendu Sophie tousser et j'ai pensé qu'elle en aurait peut-être besoin. » Lucie ouvrit le sac et ses yeux s'écarquillèrent en voyant les médicaments. « Monsieur, je ne peux pas accepter ça, » dit-elle en essayant de rendre le sac. « Pourquoi pas ? Parce que je n'ai pas demandé d'aide, je ne suis pas du genre à demander l'aumône, » dit Lucie, sa fierté blessée transparaissant dans sa voix. Édouard réalisa immédiatement qu'il avait fait une erreur. « Lucie, ce n'est pas l'aumône, c'est... »« C'est quoi, alors ?» l'interrompit-elle, ses yeux brillants de larmes d'humiliation. «
Vous observez notre vie, vous voyez nos difficultés, et vous décidez que nous sommes un cas de charité. Ce n'est pas ça, dit Édouard, cherchant les mots justes. C'est que Sophie est une enfant spéciale. Elle m'a appris une leçon importante la semaine dernière. Je voulais juste rendre l'appareil. Lucie secoua la tête, tenant toujours le sac, clairement en conflit intérieur. Monsieur Laurent, vous semblez être une bonne personne, mais j'ai ma fierté. Je travaille, je subviens aux besoins de ma fille. Je n'ai pas besoin de charité. Et si ce n'était pas de la charité? Demanda Édouard. Et si c'était un prêt? Lucie le regarda avec méfiance. Un prêt? Oui. Vous me remboursez quand vous pourrez, sans intérêt, sans précipitation. Juste une aide temporaire. Lucie hésita un long moment, regardant le sac, puis Édouard, puis Sophie, qui était assise à la réception, en train de dessiner et de tousser de temps en temps. « Je vous rembourserai chaque centime, » dit-elle finalement, la voix étranglée. « Je sais que vous le ferez, » dit Édouard. Dans les jours qui suivirent, Édouard commença à remarquer d'autres choses sur la vie de Lucie et Sophie. Il s'aperçut qu'elle quittait toujours l'entreprise en courant, Lucie regardant constamment sa montre. Un jour, poussé par la curiosité, il les suivit discrètement. Lucie et Sophie marchèrent 3 pâtés de maison jusqu'à un arrêt de bus. Elles prirent un transport bondé qui mit près de 40 minutes pour arriver à destination. Édouard les suivit de loin au volant de sa voiture et les vit descendre dans un quartier simple de la classe moyenne à Montreuil. Elles marchèrent encore 10 minutes jusqu'à un vieil immeuble de 4 étages. Édouard se gara de l'autre côté de la rue et les observa monter au 3e étage. À travers une fenêtre, il pouvait voir un petit appartement, avec des meubles simples, mais tout très propres et organisés. Édouard se sentit mal à l'aise de les espionner, mais quelque chose l'empêchait de partir. C'était comme s'il avait besoin de comprendre complètement la réalité de ces 2 personnes qui avaient tant marqué sa vie. Environ 1 heure plus tard, Lucie sortit seule, portant maintenant un uniforme différent. Édouard la suivit à nouveau et découvrit qu'elle travaillait la nuit dans un supermarché à réapprovisionner les rayons. Elle y resta jusqu'à 23 heures, puis prit un autre bus pour rentrer chez elle. Édouard fit le calcul mentalement. Lucie travaillait dans son entreprise de 5 heures à 14 heures. Puis elle rentrait chez elle, allait chercher Sophie à l'école, passait quelques heures avec sa fille, puis se rendait à son 2e emploi, de 19 heures à 23 heures. Elle rentrait chez elle vers minuit, se levait à 4 heures du matin pour tout recommencer. 3 emplois différents, près de 20 heures de travail par jour, 2 transports par trajet. Et malgré tout, elle ne pouvait pas acheter les médicaments de sa fille sans se serrer la ceinture. Édouard retourna en voiture à son appartement du 16e arrondissement en silence, mais son esprit bouillonnait. Il gagnait en 1 mois ce que Lucie ne gagnait pas en 2 ans. Sa vie était confortable, ses préoccupations étaient abstraites. Pendant ce temps, elle luttait quotidiennement, juste pour assurer le minimum à sa fille. La semaine suivante, Édouard eut une idée. Il convoqua à nouveau Lucie pour une discussion, cette fois dans son bureau. « Lucie, j'ai une proposition à vous faire, » dit-il quand elle s'assit sur la chaise en face de son bureau. « Si c'est encore à propos des médicaments, monsieur, je vous ai déjà dit que je vous rembourserai, » dit-elle rapidement. « Ce n'est pas à ce sujet, c'est à propos du travail, » dit Édouard. « Je pensais vous offrir une mutuelle santé pour vous et Sophie. » Les yeux de Lucie s'illuminèrent un instant, mais ensuite elle secoua la tête. « Monsieur, je vous remercie, mais une mutuelle, c'est cher. Mon salaire ne le couvre pas. »« Et si j'augmentais votre salaire ?» demanda Édouard. « J'ai pensé à développer le secteur du nettoyage. Peut-être pourriez-vous coordonner une équipe plus grande. »« Coordonner ?» répéta Lucie, incrédule. « Monsieur, je n'ai pas fait d'études pour ça. »« Vous avez quelque chose de mieux que des études, » dit Édouard. « Vous avez du caractère, et de la responsabilité, et du dévouement. Ces choses ne s'apprennent pas à l'école. » Lucie resta silencieuse un long moment, digérant la proposition. « Vous êtes sérieux ?»« Tout à fait. Ce serait un nouveau poste, coordinatrice des services généraux, salaire de 3 000 €, mutuelle santé pour vous et Sophie, et des horaires fixes de 6 heures du matin à 14 heures. Plus besoin de travailler ailleurs. » Lucie se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer. Édouard s'inquiéta, pensant qu'il l'avait encore offensée. « Je suis désolé si... » commença-t-il. « Non, monsieur,
dit Lucie, relevant son visage baigné de larmes. « C'est que ça fait si longtemps que je rêve de ça. Avoir du temps pour être avec ma fille. Pouvoir l'emmener chez le médecin sans paniquer pour l'argent. Avoir un salaire qui permet de vivre sans se priver. Alors, vous acceptez ?»« J'accepte, mais à une condition, » dit Lucie, sa dignité reprenant le dessus. « Je veux que ce soit au mérite, pas par pitié. Si je ne fais pas un bon travail, vous me renvoyez. » Édouard sourit. « Entendu. Mais je suis sûr que ce ne sera pas nécessaire. » Dans les semaines qui suivirent, la vie à l'entreprise changea. Lucie assuma ses nouvelles responsabilités avec un sérieux et une compétence impressionnants. Elle organisa mieux les horaires de l'équipe de nettoyage, mit en place des contrôles de qualité, suggéra des améliorations qui permirent à l'entreprise de faire des économies. Sophie se mit à accompagner sa mère plus souvent, car les nouveaux horaires permettaient à Lucie d'aller la chercher à l'école tous les jours. La fillette s'épanouit dans cet environnement plus stable. Sa toux diminua considérablement avec le traitement approprié et elle semblait plus joyeuse, plus expansive. Édouard observait ces changements avec une satisfaction qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Il aidait deux personnes qui le méritaient. Il faisait une différence concrète dans leur vie. Mais plus que cela, il redécouvrait que le succès financier pouvait avoir un but plus grand que la simple accumulation. Un jour, Sophie apporta un dessin spécial à Édouard. C'était une représentation d'elle-même, devant un grand bâtiment, tenant la main d'une femme aux cheveux noirs, qu'elle identifia comme « maman qui travaille heureuse ». À côté, il y avait un homme en costume souriant, qu'elle appela « Monsieur Édouard qui aide les gens ». « Tu qu'aimes ton dessin ?» demanda Sophie en lui tendant le papier. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu », dit Édouard, et il était complètement sincère. Mais le bonheur de cette période serait bref. Un vendredi après-midi, Édouard remarqua que Lucie était visiblement bouleversée. Elle avait pleuré, c'était évident, bien qu'elle essayât de le cacher. Sophie était aussi plus silencieuse que d'habitude, dessinant avec moins d'enthousiasme. « Lucie, tout va bien ?» demanda Édouard quand elle passa devant son bureau. Elle hésita un instant, puis entra et ferma la porte derrière elle. « Monsieur Édouard, je dois vous dire quelque chose. » Édouard lui fit signe de s'asseoir. « Que s'est-il passé ?» Lucie sortit une enveloppe jaunie de son sac et la posa sur la table. « J'ai reçu ça aujourd'hui. » Édouard ouvrit l'enveloppe et lut le document. C'était un avis d'expulsion. Lucie avait 15 jours pour quitter l'appartement ou être expulsée par un huissier de justice. « 2 mois de retard, » expliqua Lucie, la voix tremblante. « Sophie a eu une forte crise d'asthme le mois dernier. J'ai dû tout dépenser chez le médecin et en médicaments. Même avec la mutuelle, il y a des choses qui n'étaient pas couvertes. Je n'ai pas pu payer le loyer. » Édouard ressentit de la colère face à l'injustice de la situation, juste au moment où la vie de Lucie s'améliorait, où elle avait trouvé un travail digne et stable, le passé revenait la hanter. « Combien devez-vous » demanda-t-il. « 2 400 €, dit Lucie. « Je sais que ça peut paraître peu pour vous, mais pour moi, c'est une fortune. » Édouard ouvrit le tiroir de son bureau et prit son chéquier. « Je vais payer votre dette. »« Non, » dit Lucie immédiatement. « Monsieur, je ne peux pas accepter à nouveau. Vous avez déjà fait trop pour nous. »« Alors, faisons un autre prêt, » dit Édouard, « avec des mensualités adaptées à votre salaire. » Lucie le regarda avec désespoir. « Je n'ai nulle part où aller avec Sophie. Je n'ai pas de famille ici à Paris, pas d'amis qui peuvent nous héberger. Si je suis expulsé... » Elle ne termina pas sa phrase, mais Édouard comprit. Mère et fille à la rue, une enfant asthmatique vivant dans l'incertitude. C'était impensable. « Nous allons régler ça, » dit Édouard fermement. « Ensemble. » Même si Lucie protestait, même si elle essayait de maintenir son indépendance, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Et Édouard savait qu'il ne pouvait pas, ne réussirait pas, à laisser Sophie vivre cela. Le dessin de la fillette était toujours accroché au mur de son bureau. Monsieur Édouard, qui aide les gens. C'était ce qu'il allait faire, indépendamment de toute la fierté blessée qu'il avait déjà affrontée dans sa vie. Mais tandis qu'il résolvait cette crise, Édouard n'avait aucune idée qu'une tempête bien plus grande approchait. Un fantôme du passé était sur le point d'apparaître, et cette fois ce ne serait pas seulement une question d'argent, mais de protection et de survie. La question de l'expulsion fut rapidement résolue. Édouard formalisa un prêt avec des mensualités de 200 €.
un taux d'intérêt de seulement 2% par an et un délai de 2 ans pour le remboursement. Lucie signa le contrat, les larmes aux yeux, promettant qu'elle honorerait chaque centime. Édouard savait qu'elle le ferait, mais il ne s'en soucierait pas si elle ne le faisait pas. L'argent était le cadet de ses soucis. L'important était que Sophie ne se retrouve pas à la rue. Avec une stabilité financière momentanément restaurée, Lucie semblait être une personne différente. Elle souriait davantage, conversait plus naturellement avec les autres employés, et Sophie était visiblement plus heureuse et en meilleure santé. La fillette avait pris du poids. Sa toux avait considérablement diminué avec le traitement adéquat, et elle manifestait une énergie qu'Édouard n'avait jamais vue auparavant. C'est un jeudi tranquille de septembre que tout changea à nouveau. Édouard était dans son bureau, en train de réviser des rapports, quand il entendit des voix altérées à l'étage inférieur. L'une d'elles était clairement celle de Lucie, mais il y avait de la tension et de la peur dans son ton. L'autre voix était masculine, grave et agressive. Édouard descendit rapidement les escaliers et trouva une scène qui le mit immédiatement en alerte. Un homme grand et mince, d'environ 30 ans, avec une barbe mal entretenue et des vêtements froissés, se tenait à la réception en gesticulant de manière menaçante en direction de Lucie. Sophie était cachée derrière sa mère, clairement terrorisée. « Tu ne peux pas m'empêcher de voir ma fille !» criait l'homme. « J'ai des droits !»« Diego, s'il te plaît, va-t'en !» disait Lucie, essayant de garder une voix calme, mais Édouard pouvait voir ses mains trembler. « Ce n'est ni le lieu, ni le moment. »« Pas le lieu ?» répéta Diego avec mépris. « Et quel est le lieu? Tu ne me laisses jamais la voir. Maintenant que tu vis dans le luxe avec ce Richard, tu crois que tu peux m'ignorer ?» Édouard s'approcha, mais garda une distance prudente. Il ne voulait pas envenimer la situation, mais il ne pouvait pas non plus permettre que Lucie et Sophie soient intimidées. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda Édouard, sa voix calme mais ferme. Diego se tourna vers lui avec hostilité. « Ah, alors c'est vous le fameux patron, celui qui entretient mon ex et ma fille. »« Sophie n'est pas ta fille, » dit Lucie, sa voix montrant enfin de la colère. « Tu as disparu avant sa naissance. Tu n'as jamais donné un centime, jamais demandé si elle était vivante ou morte. »« Mais c'est mon sang, » rétorqua Diego. « Et maintenant qu'elle a une belle vie, je veux mes droits de père. » Édouard observa Sophie pendant cet échange. La fillette était collée à la jambe de Lucie, respirant avec difficulté. Il reconnut les signes d'une crise d'asthme qui commençait. « Lucie, Sophie commence à se sentir mal, » dit Édouard à voix basse. Lucie regarda sa fille et attrapa immédiatement l'inhalateur dans son sac. « Sophie, ma princesse, respire avec maman. » Diego observa la scène avec une expression étrange. Un instant, Édouard pensa qu'il montrerait une certaine inquiétude pour l'état de l'enfant, mais ce qu'il vit fut tout autre. « Vous voyez ?» dit Diego à Édouard. « Elle n'arrive même pas à s'occuper correctement de la petite. L'enfant est malade tout le temps. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle reste avec moi quelque temps. »« Tu es fou !» explosa Lucie. « Tu ne connais même pas le nom de sa maladie. Tu ne sais rien de Sophie. »« Je sais qu'elle est ma fille et que tu la négliges, » dit Diego, maintenant avec un ton calculateur qui inquiéta Édouard. « Et je sais qu'un juge sera d'accord avec moi. » Édouard sentit un frisson parcourir son échine. Cet homme n'était pas là par amour paternel ou par nostalgie de sa fille. Il y avait autre chose, quelque chose de calculé dans son attitude. « Écoutez-moi bien, mon ami, » dit Diego, s'adressant maintenant directement à Édouard. « Vous avez peut-être de l'argent, mais j'ai des droits de père qui m'ont été refusés pendant des années. Je veux une pension rétroactive, je veux la garde partagée, et je veux que vous arrêtiez de vous mêler de ma famille. »« Nous ne sommes pas ta famille, » cria Lucie, perdant complètement son sang-froid. « Tu nous as abandonnés. Tu as disparu quand j'étais enceinte de 6 mois. Tu n'as droit à rien. » Diego sourit, et ce fut un sourire qui donna la nausée à Édouard. « Oh que si, et mon avocat le prouvera au tribunal. » Il se tourna vers Sophie, qui avait toujours du mal à respirer. « Salut, princesse, je suis ton papa, bientôt tu viendras vivre quelques jours avec moi. » Sophie se cacha encore plus derrière Lucie, et sa respiration devint encore plus difficile. Édouard vit que la situation dégénérait rapidement. « Je pense que vous feriez mieux de partir, » dit Édouard, se plaçant entre Diego et Lucie. « Sophie se sent mal et a besoin de soins médicaux. »« Vous ne me donnez pas d'ordre, » rétorqua Diego, « et vous ne donnez pas d'ordres à ma fille non plus.
Je donne des ordres dans mon bâtiment, dit Édouard, sa voix maintenant tranchante, et je vous demande de partir. Diego le fixa quelques secondes, évaluant s'il valait la peine d'affronter Édouard physiquement. Apparemment, il décida que non. Ça ne se termine pas ici, dit-il en désignant Lucie. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Et vous, dit-il en regardant Édouard, vous découvrirez que l'argent n'achète pas tout. Diego sortit en claquant la porte, laissant un silence pesant dans la pièce. Sophie pleurait et faisait une crise d'asthme plus sérieuse. Lucie la prit dans ses bras, lui administra le médicament et tenta de la calmer avec de doux murmures. « Tout va bien, ma princesse. Le méchant monsieur est parti. Maman est là. » Édouard observa la scène en se sentant complètement impuissant. Il n'y avait rien que son argent ou sa position puisse faire pour guérir le traumatisme que Sophie venait de vivre. Cet enfant qui avait restauré sa foi en l'humanité souffrait à cause d'un homme qui avait perdu le droit de l'appeler sa fille au moment où il l'avait abandonnée. « Lucie, avez-vous un document qui prouve l'abandon ?» demanda Édouard quand Sophie se calma enfin. « J'ai l'acte de naissance sans le nom du père. J'ai des procédures que j'ai tenté d'engager pour obtenir une pension, mais il changeait toujours d'adresse. J'ai le rapport de police de la fois où il est venu ivre à la maison, il y a 2 ans, brisant des vitres et menaçant. Il y a 2 ans, il avait déjà essayé de prendre contact avant, une seule fois. Il est venu à la maison en disant qu'il voulait connaître Sophie, mais il était complètement ivre. Il a défoncé le portail, a crié, a réveillé tout l'immeuble. Les voisins ont appelé la police. » Édouard acquiesça, son esprit travaillant déjà sur les possibilités légales. « Vous avez le numéro du procès-verbal ?»« J'ai tout gardé. Pourquoi ?»« Parce que vous allez avoir besoin d'un avocat, un bon avocat. » Lucie le regarda avec désespoir. « Monsieur Édouard, je n'ai pas d'argent pour payer un avocat, et s'il réussit vraiment à me prendre Sophie, il n'y arrivera pas, » dit Édouard avec une détermination qui le surprit lui-même. « Je vous promets qu'il n'y arrivera pas. » Le lundi suivant, Édouard était dans le bureau de maître Fernand Renaud, l'un des meilleurs avocats en droit de la famille de Paris. Fernand était un homme de 50 ans, aux cheveux grisonnants, avec des lunettes à monture dorée et une réputation impeccable dans le milieu juridique. « C'est un cas intéressant, » dit Fernand après avoir entendu toute l'histoire. « L'abandon est clair, mais le système judiciaire français a tendance à favoriser le droit paternel, même en cas de négligence. Nous aurons besoin d'une stratégie solide. » « Quel genre de stratégie ? Premièrement, nous allons tout documenter. Le dossier médical de Sophie, les preuves de l'abandon, les témoignages sur le comportement agressif du père, les preuves que l'enfant est bien soigné. Deuxièmement, nous allons remettre en question ses véritables motivations pour demander la garde maintenant. Que voulez-vous dire ? Édouard, les hommes qui abandonnent leurs enfants et réapparaissent des années plus tard, ont généralement des motifs qui n'ont rien à voir avec l'amour paternel. Cela peut être un intérêt financier, une vengeance contre l'ex-compagne, ou même pour paraître responsable aux yeux d'une nouvelle petite amie. Nous allons enquêter. Édouard acquiesça. Combien cela va-t-il coûter ? Pour un cas comme celui-ci, avec cette complexité, nous parlons d'environ 15 000 €. Vous pouvez commencer demain. Fernand sourit. Votre lien affectif avec cette famille est évident, Édouard. Mais je dois vous avertir d'une chose. Votre présence dans leur vie pourrait être utilisée contre Lucie dans le processus. Comment ça ? L'avocat de Diego pourrait prétendre que la mère a une liaison avec un homme riche et que cela représente un danger ou une influence inappropriée pour l'enfant. C'est une tactique vile mais courante. Édouard sentit la colère monter en lui. Vous suggérez donc que je m'éloigne ? Je suggère que nous soyons prudents. Nous allons documenter que votre relation avec elle est professionnelle et de soutien, et non romantique ou inappropriée. Le jeudi de cette semaine-là, comme Fernand l'avait prédit, Lucie reçut une assignation en justice. Diego engageait une action en garde partagée et demandait une pension alimentaire rétroactive de 6 ans, prétendant qu'il avait été empêché d'exercer ses droits paternels. Édouard était présent quand Lucie lut le document. Elle pâlit et se mit à trembler. « 6 ans de pension », murmura-t-elle. « Comment vais-je payer 6 ans de pension ? Et s'il obtient la garde partagée, Sophie devra passer des week-ends avec un étranger qui lui fait peur ? » « Calmez-vous, » dit Édouard. « Maître Renaud prépare déjà notre défense. Et il y a quelque chose que Diego ne sait pas. »« Quoi ?
Il ne sait pas que nous allons nous battre avec tout ce que nous avons. Il compte probablement sur le fait que vous n'avez pas les ressources pour vous défendre correctement. Mais maintenant, vous les avez. Lucie regarda Édouard avec une expression qui mêlait gratitude et peur. « Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi risquez-vous autant pour nous ?» Édouard réfléchit à la question un moment avant de répondre. « Parce que vous deux m'avez rappelé qui j'étais, et parce que Sophie ne mérite pas de payer pour l'erreur d'avoir été abandonnée par son père. » Dans les semaines qui suivirent, Maître Renaud travailla sans relâche sur le dossier. Il recueillit les dépositions des voisins de Lucie, obtint des rapports médicaux détaillés sur l'asthme de Sophie et le traitement adéquat qu'elle recevait, et compila les preuves de l'abandon paternel. Mais la découverte la plus importante vint lorsque le détective privé engagé par Fernand trouva des informations sur la vie actuelle de Diego. « Édouard, vous devez entendre ça, » dit Fernand lors d'une réunion. « Diego vit avec une femme qui a un fils d'une relation précédente. Selon notre enquêteur, il n'a jamais montré d'intérêt ou de soin pour l'enfant de celle-ci. De plus, des voisins rapportent des disputes fréquentes et des beuveries. Est-ce que ça aide notre cas? Énormément. Cela montre un schéma de comportement. Il ne cherche pas la garde par amour paternel, mais pour d'autres raisons. Et je vais vous dire plus. Nous avons découvert qu'il a une dette de carte de crédit importante. La pension rétroactive serait un moyen pratique de régler ses dettes. » Édouard ressentit un mélange de soulagement et de colère. « Alors il fait vraiment ça pour l'argent? » »« Apparemment oui, et cela nous donne des munitions pour remettre en question ses motivations lors de l'audience. » L'audience fut fixée à la 3e semaine de novembre. Édouard voulait être présent, mais Fernand lui conseilla de rester à l'écart pour ne pas donner lieu à des interprétations erronées. Le jour de l'audience, Édouard resta à l'entreprise en essayant de travailler, mais son esprit était entièrement concentré sur ce qui se passait au tribunal. À 14 heures, son téléphone sonna. C'était Fernand. « Édouard, nous avons de bonnes nouvelles. » Édouard sentit son cœur s'accélérer. Que s'est-il passé? La juge a été très perspicace. Elle a rapidement perçu les véritables motivations de Diego. Quand elle l'a interrogé sur la raison pour laquelle il avait attendu 6 ans pour chercher à contacter sa fille, il n'a pas su répondre de manière satisfaisante. Quand elle a posé des questions sur le dossier médical de Sophie, il ne savait même pas que la petite avait de l'asthme. Et la décision? Garde partagée refusée. Pension rétroactive également refusée, compte tenu de l'abandon volontaire. Diego pourra avoir droit à des visites supervisées, mais seulement après avoir prouvé qu'il est sobre et mentalement apte, par le biais d'un suivi psychologique d'au moins 6 mois. Édouard ferma les yeux et sentit un immense soulagement l'envahir. Et Lucie, comment a-t-elle réagi? Elle a pleuré de soulagement. Beaucoup. Sophie était avec elle et a eu peur en voyant sa mère pleurer, jusqu'à ce que Lucie lui explique que c'était des larmes de joie. Quand Lucie revint à l'entreprise le lendemain, elle était visiblement différente. On aurait dit qu'un poids immense avait été retiré de ses épaules. Sophie était aussi plus joyeuse, jouant et dessinant avec l'énergie habituelle. « Monsieur Édouard, » dit Lucie en passant devant son bureau, « je peux vous parler ?» Bien sûr. Elle entra et ferma la porte, puis s'approcha de son bureau. « Je n'ai pas de mots pour vous remercier de ce que vous avez fait. Vous avez sauvé ma fille. Vous avez sauvé notre famille. Vous vous êtes sauvée toute seule, » dit Édouard. « J'ai seulement aidé avec les ressources. »« Non, » dit Lucie en secouant la tête. « Vous avez fait bien plus que ça. Vous avez cru en nous quand même, nous n'y croyons plus. Vous nous avez rendu notre dignité. » Édouard sentit ses yeux s'embuer. « Vous deux m'avez donné quelque chose de bien plus précieux en retour. »« Quoi? Vous m'avez rappelé qu'il y a encore de la bonté dans le monde. Vous m'avez rappelé qui je veux être. » À ce moment-là, en regardant Lucie et en sachant que Sophie était en sécurité en train de dessiner à la réception, Édouard sentit que quelque chose de fondamental avait changé en lui. L'obscurité qui avait envahi son âme après la trahison de Robert commençait enfin à céder la place à quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir, quelque chose qui ressemblait beaucoup à une famille. 6 mois après l'audience, la vie s'était transformée d'une manière qu'aucun des trois n'aurait pu imaginer. La menace de Diego avait complètement disparu après la décision de justice. Il n'avait jamais cherché le suivi psychologique nécessaire pour obtenir les visites supervisées,
confirmant que son intérêt pour Sophie avait été purement financier. Édouard arrivait à l'entreprise chaque matin et était accueilli par le sourire sincère de Sophie, qui le saluait maintenant comme s'il était l'oncle le plus cher du monde. La fillette s'était épanouie de manière impressionnante. Ses cheveux avaient gagné en brillance, elle avait grandi et pris assez de poids pour ressembler à une enfant saine et heureuse. L'asthme, bien que toujours présent, était complètement maîtrisé avec le traitement adéquat. Lucie était devenue une employée exemplaire à son nouveau poste. Elle avait organisé le secteur du nettoyage avec une efficacité qui avait impressionné même Édouard. Elle avait mis en place des tableaux de contrôle, optimisé les horaires, négocié de meilleurs prix avec les fournisseurs de produits de nettoyage, et son équipe la respectait sincèrement. Il n'y avait en elle aucune trace de la femme peu sûre d'elle et surchargée de travail des mois précédents. Édouard observait ces transformations avec une joie qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années, mais le changement le plus profond s'était produit en lui. L'homme d'affaires cynique et méfiant qui avait testé l'honnêteté d'un enfant avec un coffre-fort rempli d'argent avait cédé la place à quelqu'un qui croyait de nouveau en la bonté humaine. Il remarqua ce changement un matin, de décembre, lorsqu'un nouvel employé de la comptabilité fit une erreur qui entraîna le double paiement d'un fournisseur. L'ancien Édouard aurait immédiatement suspecté de la mauvaise foi, aurait enquêté sur chaque mouvement de l'employé, l'aurait peut-être même licencié par précaution. Mais le nouvel Édouard appela simplement le jeune homme pour une conversation, lui expliqua l'erreur, et ensemble, ils trouvèrent une solution. Faire des erreurs fait partie de l'apprentissage, conclut-il. Ce n'est pas de la trahison, c'est de l'humanité. L'entreprise avait également changé. Édouard avait rétabli la politique de la porte ouverte, réinstauré les barbecues de fin d'année et créé un environnement où les employés se sentaient valorisés et respectés. La productivité avait augmenté, le climat de travail s'était amélioré et plusieurs employés commentaient que M. Édouard était différent, plus humain. L'un des changements les plus significatifs dans la routine d'Édouard était sa présence constante aux événements importants de Sophie. Quand elle eut 6 ans en janvier, Édouard organisa une fête à l'entreprise, décora la réception avec des ballons roses et engagea un clown. Voir Sophie souffler les bougies de son gâteau, entourée des employés qui chantaient « Joyeux anniversaire » avec une affection sincère, fut l'un des moments les plus émouvants qu'Édouard ait vécu. En mars, lorsque Sophie commença les cours de danse classique le samedi matin, Édouard proposa de l'emmener et de la récupérer, car Lucie travaillait le samedi. Il n'avait jamais passé beaucoup de temps avec des enfants, mais il découvrit qu'il avait une patience naturelle avec Sophie. Il parlait de tout pendant les trajets en voiture, de ses dessins, de ses amis de l'école, de ses rêves de devenir ballerine, de la raison pour laquelle le ciel est bleu. Édouard commença à comprendre que ces conversations apparemment simples étaient en réalité fondamentales pour le développement de Sophie. Elle apprenait à voir le monde comme un endroit sûr, où les adultes en qui elle avait confiance s'intéressaient sincèrement à ses opinions et à ses sentiments. Au premier récital de danse de Sophie, en mai, Édouard s'assit au premier rang, à côté de Lucie. Quand Sophie apparut sur scène dans son costume de ballerine, faisant des mouvements encore maladroits mais pleins de détermination, Édouard sentit une boule dans sa gorge. Il applaudit debout à la fin de sa prestation, et Sophie lui fit un signe de la main depuis la scène. « Elle est si heureuse », murmura Lucie à côté de lui, essuyant des larmes. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir lui offrir ça. »« Vous avez toujours été une mère incroyable, » dit Édouard. « Maintenant, vous avez juste plus de moyens pour le montrer. » C'est à ce moment-là qu'Édouard comprit pleinement ce qui s'était passé dans leur vie. Ce n'était pas seulement qu'il avait aidé Lucie et Sophie. En réalité, elles l'avaient sauvée. Elles avaient restauré sa capacité à faire confiance, à se soucier des autres, à faire partie de quelque chose de plus grand que ses propres problèmes. Le nouvel appartement de Lucie et Sophie était un autre symbole de cette transformation. Édouard les avait aidés à trouver un appartement de 3 pièces dans une résidence sécurisée, près de l'école de Sophie, et avec une aire de jeu où elle pouvait s'amuser. L'appartement fut meublé avec des meubles simples mais neufs, et Sophie avait enfin sa propre chambre, avec un bureau où elle faisait ses dessins et une étagère pour ses livres. Édouard visitait régulièrement l'appartement, apportant parfois des pizzas pour le dîner, aidant parfois Sophie avec un projet scolaire ou simplement discutant avec Lucie de la journée de travail. Il n'y avait rien de romantique dans ces visites,
Mais il y avait quelque chose de bien plus profond. Il y avait une famille. Sophie elle-même semblait comprendre intuitivement la nature de cette relation. Elle n'appelait jamais Édouard « papa », mais se référait à lui comme « mon monsieur Édouard », avec une affection clairement filiale. Quand d'autres adultes demandaient qui était Édouard, elle répondait simplement « c'est le monsieur qui s'occupe de maman et de moi ». En juin, Sophie eut une crise d'asthme plus sérieuse pendant la nuit. Lucie appela Édouard en panique et il se rendit immédiatement à leur appartement. Il trouva Sophie avec des difficultés respiratoires et Lucie administrant les médicaments avec des mains tremblantes. Édouard aida à les calmer toutes les deux et ensemble, ils emmenèrent Sophie à l'hôpital. Pendant les 4 heures qu'ils passèrent aux urgences en attendant que Sophie se stabilise, Édouard et Lucie eurent une conversation plus profonde que jamais. « Édouard » dit Lucie, alors qu'ils observaient Sophie dormir sur le brancard de l'hôpital. « Je peux vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Vous n'avez jamais eu envie de fonder une famille, d'avoir des enfants ?» Édouard réfléchit un instant. « J'ai toujours pensé que oui, mais je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Et après la trahison de Robert, j'ai commencé à douter qu'il existait de bonnes personnes. Et maintenant ?» Édouard regarda Sophie qui dormait paisiblement avec le masque à oxygène, puis Lucie, qui l'observait avec une curiosité sincère. « Maintenant, je pense que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang ou de mariage. Parfois, c'est choisir de prendre soin les uns des autres. » Lucie acquiesça avec compréhension. « Sophie vous aime comme si vous étiez de la vraie famille. Et je vous aime toutes les deux de la même manière. » C'était la première fois qu'Édouard prononçait ces mots à voix haute, et il réalisa qu'ils étaient complètement vrais. Il aimait Sophie comme si elle était sa fille. Il aimait Lucie comme quoi exactement? Comme une sœur? Comme sa meilleure amie? Comme une compagne de vie? Il ne pouvait pas le définir avec précision, mais il savait que c'était un amour sincère, basé sur le respect, l'admiration et une affection profonde. En août, Sophie commença sa 2e année d'école primaire. Édouard accompagna Lucie à la réunion parents-professeurs, et lorsque l'enseignante demanda son lien de parenté avec Sophie, c'est Lucie qui répondit « c'est son parrain, un parrain très spécial ». Édouard n'avait jamais été formellement nommé parrain de Sophie, mais la définition semblait parfaite. C'était exactement ce qu'il était, une figure paternelle présente, responsable, affectueuse, mais sans la prétention de remplacer le rôle original des parents. L'enseignante de Sophie, Madame Carmen, une femme expérimentée d'une 50aine d'années, fut impressionnée par le développement de la fillette. « Sophie s'épanouit », dit-elle lors de la réunion. « Elle a toujours été intelligente, mais maintenant elle est plus confiante, plus participative. Il est évident qu'elle se sent aimée et en sécurité à la maison. » Édouard et Lucie échangèrent un regard de satisfaction. C'était exactement ce qu'ils voulaient pour Sophie, la sécurité, l'amour, la confiance en l'avenir. En septembre, survint le moment qui marquerait définitivement leur transformation à tous. Sophie avait fait un dessin spécial à l'école, dans le cadre d'un projet sur la famille. En rentrant à la maison, elle montra fièrement son travail à Lucie et à Édouard, qui dînaient avec elle. Le dessin montrait 3 personnages se tenant la main, une femme aux cheveux noirs, une petite fille au milieu et un grand homme en costume. Sous le dessin, en lettres soignées écrites par l'enseignante à partir de l'explication de Sophie, il était écrit « Ma vraie famille ». Édouard tint le papier avec soin, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. En fait, pour lui, ça l'était. « Sophie », dit-il la voix étranglée, « je peux te poser une question ?»« Oui. »« Pourquoi as-tu écrit « vraie famille » ?» Sophie que regarda avec ce sérieux que les enfants ont lorsqu'ils expliquent quelque chose de très important aux adultes. Parce que certaines personnes ont une famille de sang, mais la famille de sang ne s'occupe pas toujours de nous. La vraie famille, c'est comme la nôtre. On prend soin les uns des autres, on s'aime et on reste toujours ensemble. Édouard sentit des larmes monter à ses yeux. À 6 ans, Sophie avait articulé une vérité profonde sur l'amour, le soin et l'engagement que de nombreux adultes mettent des décennies à comprendre. « Et je peux garder ce dessin ?» demanda Édouard. « Bien sûr, je l'ai fait pour vous. » Cette nuit-là, Édouard retourna en voiture à son appartement du 16e arrondissement avec le dessin sur le siège passager. Mais pour la première fois depuis de nombreux mois,
son luxueux appartement lui parut froid et vide. Ce qui le rendait vraiment heureux se trouvait maintenant dans le simple appartement de Montreuil, où une femme courageuse et une fillette sage avaient créé un foyer basé sur un amour véritable. Le lendemain matin, Édouard arriva tôt à l'entreprise et accrocha le dessin de Sophie au mur, à côté du coffre-fort en acier. Le même coffre-fort qui avait été le théâtre de son pari désespéré sur la nature humaine, des mois auparavant. En regardant le coffre-fort puis le dessin, Édouard comprit l'ironie poétique de la situation. Il avait testé Sophie pour voir si elle était capable de trahison, mais il découvrit que c'était lui qui avait besoin d'être testé. Testé dans sa capacité à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau, à faire partie d'une famille à nouveau. Sophie avait réussi son test avec une simplicité qui lui avait fendu le cœur, mais plus importante encore, il avait réussi le test de la vie. L'homme d'affaires qui, des mois plus tôt, pensait que tout le monde était mu par l'intérêt personnel, savait maintenant qu'il avait tort. Il existe des gens authentiquement bons. Il existe des gestes désintéressés. Il existe un amour véritable. Et parfois, quand on s'y attend le moins, quand notre foi en l'humanité est presque éteinte, un enfant de 5 ans organise notre argent en désordre et, sans le savoir, réorganise toute notre vie. Édouard passa délicatement le doigt sur le dessin où 3 personnages se tenaient la main sous un soleil jaune éclatant. « Ma vraie famille », murmura-t-il, et pour la première fois depuis longtemps, il sut exactement où était sa place. Ce n'était pas dans le luxueux appartement du 16e. Ce n'était pas dans le bureau sophistiqué de l'entreprise. C'était là, dans ce triangle d'affection formé par 2 femmes courageuses qui avaient appris à un homme blessé que la confiance n'est pas de la naïveté, que la bonté n'est pas de la faiblesse, et que la famille est bien plus qu'une question de sang. C'est un choix, c'est du soin, c'est un amour qui perdure même lorsqu'il est mis à l'épreuve. Et Édouard choisit de rester. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Édouard, Lucie et Sophie a profondément touché vos cœurs. Si vous avez été émus par ce parcours de transformation, de perte et de redécouverte de la foi en l'humanité, laissez votre like, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Était-ce quand Sophie a organisé l'argent du coffre-fort, quand elle a offert toutes ses économies, ou quand elle a dessiné sa vraie famille? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond et le plus vrai de l'âme humaine, montrant que même dans les moments les plus sombres, la bonté peut fleurir dans les endroits les plus inattendus. La prochaine histoire nous attend déjà, et elle promet d'être encore plus émouvante. Nous vous attendons ici, pour le prochain voyage du cœur.